Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chroniques et de reportages à 17 jours d'un choix historique pour la France. Beaucoup de questions en suspens et de stratégies à décortiquer grâce à nos experts. À gauche, le nouveau Front populaire tente d'accoucher d'un programme et d'une liste de candidats et tarde à désigner celui ou celle qui pourrait devenir Premier ministre en cas de victoire. À droite, le psychodrame continue. Éric Ciotti conteste en justice son éviction des LR et Éric Zemmour fustige la trahison de Marion Maréchal. De retour dans le clan Le Pen, cette union des droites, il rêve de la voir l'emporter comme celle dirigée par Giorgia Meloni en Italie, victorieuse aux européennes. Je veux dire que je suis fière du résultat de Fratelli d'Italia, extraordinairement fière du résultat de Fratelli d'Italia. Mais je suis également très fière du résultat de Forza Italia et du résultat de la Ligue. Je suis fière que la majorité gouvernant cette nation ait réussi à grandir ensemble. Elle est au gouvernement depuis bientôt 20 mois et elle remporte une élection. Giorgia Meloni sert-elle de modèle au Rassemblement national? Mène-t-elle un double jeu pragmatique en Europe et radical dans son pays? C'est un zoom sur l'Italie que je vous propose en seconde partie de l'émission, alors que le G7 se réunit justement en ce moment dans les Pouilles. Mais d'abord donc le récit d'une journée de tractation à gauche, où comment 4 partis qui se regardaient en chien de faïence doivent désigner 577 têtes de liste sous la pression des militants. Jérôme Rabier. Ils ont fait le serment lundi soir de s'entendre, mais les discussions à gauche patinent. Pourtant, tous s'accordent pour dire que la gauche ne peut l'emporter qu'en étant unie. Nous avons la responsabilité de le faire. Je veux dire, vous savez nos différences. Mais on est face à l'arrivée possible de l'extrême droite au pouvoir dans le pays des droits humains. Ce matin, les discussions auraient même été interrompues, le temps de faire revenir les chefs de parti pour trancher les sujets épineux. Et l'espoir a repris dans les rangs de l'Union. J'étais très inquiet ce matin, je suis plus optimiste maintenant parce que ça avance et il y a une volonté d'aboutir. Mais tant que ce n'est pas fait, il y aura toujours un danger. Le plus grand danger, c'est que nous ne parvenions pas à cet accord et qu'il y ait un boulevard pour l'extrême droite. La répartition des circonscriptions gagnables poserait problème, notamment à Paris où les socialistes réclament un rééquilibrage, eux qui n'ont plus de députés dans la capitale. Des blocages aussi sur le volet programmatique, notamment sur le soutien à l'Ukraine ou la situation au Proche-Orient. En fait, il ne peut pas y avoir d'accord sans respect des valeurs essentielles. Et ça, c'est une exigence. C'est à LFI de s'y plier. Et si tout LFI ne s'y plie pas, à une partie de LFI, que chacun prenne ses responsabilités aujourd'hui et que la direction du PS soit très ferme. Au siège des écologistes, où se tiennent les négociations, la moindre sortie est scrutée, sans pour l'instant de fumée blanche. Je veux juste vous dire que ça avance très bien, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Vous serez informés très rapidement. Là, je ne fais que m'éclipser pendant une demi-heure et je reviens. Voilà, donc les groupes de travail qui sont en train de terminer et qui sont en train de... Voilà, on est sur la bonne voie. Donc ne vous inquiétez pas et voilà, point. Quelques partisans du nouveau Front populaire sont venus mettre la pression aux dirigeants et leur rappeler leurs promesses d'union. Bien difficile à conclure alors que le temps presse pour lancer la campagne dans 577 circonscriptions. Tractation tendue à gauche, psychodrame à droite, les deux grands thèmes de notre premier débat avec Richard Verly. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes correspondant France-Europe pour le média suisse Blick et vous publiez avec François d'Alençon ce livre Le bal des illusions paru chez Grasset. Sophie Coignard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste, éditorialiste politique au magazine Le Point et auteur de La tyrannie de la médiocrité, pourquoi il faut sauver le mérite aux éditions de l'Observatoire. Bastien François. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous aussi, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous publiez Retrouver Estelle Mouflarge aux éditions Gallimard. On est également en duplex avec Jean-Daniel Lévy, le directeur délégué d'Aris Interactive. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et j'accueille Tam Tranui. Bonsoir Tam, bonsoir, éditorialiste Thomas. Politique. Bienvenue à vous. Et puis on sera en duplex avec Alexandre Poussard. Il est prêt, Alexandre. Bonsoir Alexandre, devant le siège d'Europe Écologie Les Verts, où ces tractations sont en cours. Richard Verly, ce calendrier ultra accéléré pousse 4 partis qui sont
quand même battu aux européennes, parfois très violemment. À quoi? À gommer à toute vitesse les divergences, c'est ce qui est en train de se jouer? Alors, battu aux européennes, je trouve que l'appréciation est quand même un peu rude. Alors, certes, le Parti communiste est en dessous des 5%. Non, ils se sont battus entre eux. Ah, ils se sont battus entre eux. Qu'ils ont été battus. Je n'avais pas compris, d'accord. Ils se sont battus entre eux. Oui, disons qu'ils ont avancé sur des listes différentes, effectivement, mais là, l'enjeu n'est pas le même. Il est national et il est évident que la stratégie d'union, dans le délai imparti, en termes de chance d'avoir un nombre de députés important, cette stratégie d'union est sans doute la bonne. Donc, après, on va voir les modalités, on va voir les éléments de programme. Moi, ce qui me frappe, c'est que les observateurs disaient ça va être impossible. L'antagonisme est devenu trop important entre ces partis, et je constate qu'apparemment c'est possible. Oui. Donc, c'est peut-être compliqué, mais en même temps le temps est tellement court que donc ça peut prouver deux choses, soit qu'il y avait beaucoup peut-être d'exagération dans les luttes passées, soit qu'il y a la volonté de mettre tout ça sous le tapis pour des raisons électorales. Mais dans tous les cas, le scénario de la faisabilité de ce Front populaire, puisqu'on ne parle plus de NUPES mais de Front populaire, semble plutôt bien parti. Avec cette question qui rejoint le calendrier sur la stratégie d'Emmanuel Macron qui fonctionne plutôt à droite, on y reviendra. Mais alors à gauche, Sophie Coignard, effectivement, on a l'impression que le PS a rapidement oublié les insultes proférées à l'encontre de Raphaël Glucksmann, parce que ça a été ça aussi cette campagne des européennes. Tout à fait. Vis-à-vis de Raphaël Glucksmann, vis-à-vis du PS en général. Enfin, PS traité de gauche coloniale par une des candidates de la liste de Manon Aubry. Enfin, c'était quand même un concours d'invectives d'assez grande intensité. Donc, effectivement, après, nécessité fait loi. Mais je constate qu'il y a quand même des voix dissidentes. Je pense à Carole Delga, notamment, qui a fait un pas... Enfin, c'est très étrange. Il y a 2 jours... Je crois que c'était mardi, elle expliquait, enfin c'était assez complexe, mais en gros à décrypter, mais en gros que bon, si LFI se conduisait bien, on pourrait éventuellement... Elle était prête à soutenir cette union. Et puis aujourd'hui, elle a clairement changé d'avis puisque des candidats se déclarent sous son patronage, si j'ose dire, dans sa région Occitanie. Donc, sincèrement, moi, je ne sais pas de quel côté, de quelle couleur sera la fumée, plus exactement. Oui, on sera avec Alexandre Poussard dans un instant pour essayer de savoir si elle sera blanche ou pas. Mais Bastien François, pourquoi ça coince? Parce que on est en train de discuter des circonscriptions. Quel nom, dans quelle circonscription? C'est là que ça se complique. Moi, je ne trouve pas que ça coince vraiment jusqu'à présent, parce qu'en fait, il y a un délai extrêmement contraint. C'est ça. Et donc, évidemment, d'une certaine façon, paradoxalement, ça aide à se rabibocher, parce que, voilà, on ne peut pas faire traîner les choses. Et ensuite, il y a une seule variable, vraiment centrale, c'est il faut, pour la gauche, qu'il y ait un seul candidat par circonscription, compte tenu du mode de scrutin, du seuil d'accès au second tour, etc. 12,5% des inscrits. Bon. Donc, pour toutes ces raisons-là, en réalité, il y a une matière assez simple sur laquelle il faut trancher, alors qui est très sensible en même temps politiquement, mais qui est assez simple. Les questions de programme, à la rigueur, on trouvera des formulations éventuellement. Oui, mais il y a des noms qui fonctionnent, pardon de vous interrompre, un peu comme des repoussoirs ou des épouvantails. Daniel Obono, par exemple, il y a une partie du PS qui ne veut pas qu'elle soit investie. Vous savez, Daniel Obono, sur 577 circonscriptions, je pense qu'ils vont... Ils trouveront la solution. Le cas de Carole Delga dont on parlait, si vous prenez les législatives de 2022, c'était déjà le cas. Il y avait plein de candidatures dissidentes. Ça n'a pas empêché les uns et les autres de se faire élire. Bon. Donc, en tout cas, il n'y aura pas 577 circonscriptions sur lesquelles tout le monde sera d'accord. Bon. Il y a des endroits, effectivement, Paris, où c'est un peu particulier, parce que d'abord, LFI avait tout raflé, et puis c'est aussi Paris, un lieu où le RN ne pèse pas. Donc, dans d'autres circonscriptions, on peut faire des calculs sur des triangulaires, quel serait le meilleur candidat face au candidat RN. Sur Paris, la question ne se pose pas. Donc, grosso modo, dans des circos plutôt de gauche, le candila sera élu. Donc, évidemment... Là, c'est des circos... La bataille est d'autant plus importante. Pardonnez-moi, mais c'est un peu là-dessus que ça coince, parce que sur la circonscription complètement perdable, il n'y a pas trop de rivalité. Mais on voit bien que LFI a du mal à, disons, en rabattre de l'hégémonie qu'il avait imposée. Non, mais c'est vrai. Non, mais on ne va pas changer LFI en claque. Enfin, je veux dire... En même temps, très clairement, sur Paris, c'est spectaculaire. En même temps,
je trouve qu'il y a quand même tout un ensemble de choses qui montrent quand même une forme d'atténuation. Par exemple, le fait que M. Mélenchon refuse d'aller dans le débat. Il y a une proposition de débat par plusieurs confrères, chaînes de télévision. Ça veut dire que l'idée même que ça serait on pourrait avoir, j'explique, Jordan Bardella, Gabriel Attal et Jean-Luc Mélenchon. Il a dit, je refuse, c'est au parti de désigner celui qui pourra participer à un tel débat. Voilà. Non, mais parce que justement, c'est-à-dire que le piège pour la gauche, c'est très simple. C'est que tout le débat se focalise sur le futur Premier ministre. Alors on y viendra un peu plus tard. Tam, vous vouliez prendre la parole. Oui, je voulais dire un mot, toujours sur Jean-Luc Mélenchon. Moi, je trouve ça quand même assez symbolique. Dès qu'il a été émis l'hypothèse qu'il pourrait se présenter comme député à Marseille, on a eu immédiatement Benoît Payan qui a dit, le maire de Marseille, qui a dit pas possible. À ce moment-là, moi aussi, je me présente. Je trouve quand même que, sachant que c'est l'une des personnalités les plus emblématiques du nouveau Front populaire, qu'on ait tout de suite une personnalité socialiste, de gauche qui vienne dire non, c'est pas possible, ça prouve quand même à quel point ça coince quand on arrive sur le sujet personnel. Allez, ces partis de gauche qui partent ensemble à la bataille et qui se remettent à croire en une victoire électorale nationale possible. Ça les fuit depuis une douzaine d'années. On écoute, Clémentine Autain, députée LFI de Seine-Saint-Denis. Nous pouvons ouvrir l'espoir. L'histoire n'est pas écrite, Sonia Brachliar. Ça n'est pas écrit, il n'y a pas de fatalité. Et donc j'appelle ce matin toutes celles et ceux qui nous écoutent au sursaut, j'appelle à la mobilisation, j'appelle au réveil. Il y a une grande manifestation qui a été appelée par l'intersyndicale ce week-end. Il faut faire nombre dans la rue. Mais non seulement pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, mais j'ai envie de dire surtout et avant tout parce que dans 2 semaines et demie, nous avons la possibilité de changer le quotidien des Français. La possibilité de gagner. Je me tourne vers vous une première fois, Jean-Daniel Lévy. Vous aviez proposé avec Harris Interactive un sondage et une projection en sièges dès lundi qui donnait entre 115 et 145 sièges à la NUPES. Alors, on était encore dans l'hypothétique. On ne savait pas qu'il y aurait une reformation. On n'avait pas ce nouveau nom, d'ailleurs, nouveau Front populaire, qui est si chargé d'histoire. Est-ce que c'est comment je peux formuler ça, une planche de départ vers une victoire possible, ou alors est-ce qu'il n'y a pas, d'après vous, un réservoir de voix suffisamment important ? Alors déjà, on va être extrêmement prudent avec ce type de projection, parce qu'on fait ça à chaud, sans connaître l'offre électorale réelle. Il s'est passé depuis lundi, c'est quasiment une éternité, maintenant énormément d'éléments entre la création du Front populaire, ce qui a pu se passer avec Éric Ciotti, la conférence de presse du président de la République, etc. Quoi qu'il en soit, en dehors de cet aspect-là, ce qui nous intéresse également, ce sont les intentions de vote au premier tour. On a pu remarquer qu'il y avait quand même un petit ressac d'intention de vote en faveur de ce qu'on peut appeler le Front populaire par rapport au score des dernières élections législatives, voire des dernières élections européennes, où globalement 22% des Français déclaraient qu'ils avaient l'intention de voter pour un candidat ou une candidate du Front populaire par rapport aux 25% qui avaient été recueillis au premier tour des élections législatives. Il y a peut-être la perception qu'il y a aujourd'hui des accords d'appareil et pas forcément uniquement une dynamique politique au regard d'un projet politique qui les animerait collectivement. Et puis il y a également, on le sait, et cela a été souligné tout à l'heure, une figure qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui crée auprès de l'électorat qu'on peut qualifier de social-démocrate une forme d'acrimonie, de tension, d'interrogation, de doute, voire de remise en cause, et que du fait de cette alliance, il y a la partie, entre guillemets, la moins à gauche de notre échantillon, qui est quelque peu rétive à voter pour le Front populaire et qui se tourne vers d'hypothétiques candidats qui seraient de gauche, mais pas forcément estampillés Front populaire. On a vu déjà que ça s'était produit au premier tour des dernières élections législatives. Oui, donc il y a effectivement encore pas mal d'inconnus. Merci Jean-Daniel, je reviens vers vous tout à l'heure. Petit souvenir historique, Bastien François, victoire surprise de Lionel Jospin et de sa gauche plurielle 1997 après la dissolution de Jacques Chirac. Évidemment, il y a, j'imagine, ce rêve d'une victoire similaire cette fois-ci. Le contexte électoral n'est pas du tout le même. Non, pas du tout le même. Moi, je n'imagine pas que la gauche gagne. Même une majorité relative. Non, même une majorité relative. Je pense qu'avoir le même nombre de sièges que la NUPES actuellement, ça serait déjà un très bon résultat. Et ça serait un résultat aussi qui aurait pour effet d'invalider, en tout cas, une partie du calcul d'Emmanuel Macron.
qui comptait récupérer au moins une centaine de circonscriptions perdues par la NUPES, et dans son calcul, je pense qu'il y avait cet élément-là. D'ailleurs, pendant sa conférence de presse, pardon de vous interrompre encore une fois, c'était assez frappant, c'est-à-dire qu'il est en train de parler de ça, et on a à ce moment-là, c'est peut-être pas un hasard, la ventilation des circonscriptions partie par partie au sein de ce nouveau Front populaire. Donc je pense que ça serait déjà un résultat de gauche assez important s'il faisait à peu près, allez, on va dire, au maximum 150 sièges. Ça serait déjà très important. Ça serait plus d'ailleurs que ce qu'ils ont actuellement. Mais évidemment, ça aurait un effet sur l'ensemble, enfin sur le résultat d'ensemble de l'élection. Parce que là, ça pourrait empêcher une victoire soit d'Emmanuel Macron, soit du RN, et donc avoir une assemblée de nouveau ingouvernable. Et peut-être encore plus ingouvernable. Peut-être encore plus ingouvernable. Tout ça pour ça. Je vous propose, parce qu'il y a une pression des militants, c'est assez intéressant, sur ces partis de gauche depuis lundi, qui réclament clairement l'union. Parvenez à un accord, dit, tiens, par exemple, ce militant qui est devant le siège d'Europe Écologie Les Verts, là, cet après-midi, il est venu des Bouches-du-Rhône. C'est un moment historique. L'union de la gauche pour un nouveau front populaire, ça peut faire face au fascisme qui est au port de Matignon, ça peut faire une alternative à la Macronie qui fait du mal à la France depuis maintenant plusieurs années. Et en fait, on veut montrer à nos responsables politiques qu'on sait qu'ils travaillent d'arrache-pied pour avoir un accord qui soit cohérent et équitable. Et en fait, on veut montrer qu'on est là, nous, les jeunes militants, pour dire on vous soutient, on veut cet accord, on est pour le Front populaire. Et ouais, on compte sur vous. Voilà, au micro d'Adrien Pin, qui est avec Alexandre Poussa devant le siège des écologistes où se déroulent ces tractations. Rebonsoir Alexandre, est-ce qu'on est proche d'un aboutissement? Bonsoir Thomas. Alors Thomas, les discussions avancent, mais ça n'aboutit toujours pas. Ce qu'on peut dire, c'est que ce soir, on ne devrait pas connaître les détails de l'accord du nouveau Front populaire, puisqu'il y avait une conférence de presse qui était prévue par les 4 partis de gauche ce soir à la Maison de l'Amérique latine à Paris, mais elle a été reportée à demain au mieux, même si on nous dit que les discussions se passent bien, notamment sur les questions de programme. On est tout proche d'un accord sur un programme du nouveau Front populaire, puisque les sujets bloquants sur les questions internationales ont été réglés, nous dit-on, sur la question de la Palestine, du Hamas, sur l'Ukraine, sur l'Europe. Il y a une position commune des 4 partis de gauche et il n'y a pas d'ambiguïté, assurent les écologistes, sur cet accord programmatique. Là où les discussions se poursuivent, eh bien, c'est sur les circonscriptions et notamment sur la répartition des circonscriptions par parti. Les socialistes estiment que pour l'instant, les Insoumis ne leur proposent pas assez de circonscriptions gagnables dans ces élections législatives. Et puis les débats se poursuivent également sur les noms des candidats qui vont être investis dans ces circonscriptions. Et certains noms crispent les partis de gauche, notamment les écologistes et les socialistes, et notamment celui d'Adrien Quatennens, le député insoumis condamné pour violence conjugale. Et puis enfin, concernant le nom du candidat Premier ministre du nouveau Front populaire, il n'a pas été évoqué pour l'instant dans ces négociations. Il y a juste un accord sur la règle suivante qu'on connaît depuis aujourd'hui. Ce sera le plus grand groupe de gauche élu à l'Assemblée nationale qui proposera le nom du Premier ministre. Ça tombe bien que vous ne nous le donniez pas, parce que c'était le thème de l'édito de Tam dans un instant. Donc j'ai senti Itam qui commençait à crisper un petit peu. Non, je redeviens sérieux. Il y a pas mal de monde, de militants. On en a entendu un devant le siège des écologistes. Un peu de tension? Ah oui, effectivement, un peu de tension. Il faut dire que devant le siège des écologistes où se passent les négociations, eh bien, actuellement, il y a des dizaines de policiers qui encerclent, protègent ce siège des écologistes, tout simplement car eh bien, un mouvement associatif de lutte contre l'antisémitisme est venu devant ce siège pour dénoncer notamment la France insoumise et ses ambiguïtés autour de la question d'Israël. Et en face, eh bien, des militants de gauche qui suivent ces négociations sont un peu devant eux pour brandir le soutien à la Palestine, et donc ça s'échauffe un peu entre les deux groupes, d'où la présence de ces dizaines de policiers autour de ces négociations politiques, ce qui est un peu étonnant. Merci beaucoup Alexandre. Évidemment, on revient vers vous avec Adrien Pin si vous avez de nouvelles informations à nous proposer. Richard Verly, on va commencer à parler de l'incarnation. Il y a quand même un disparu dans l'histoire, une espèce de victime collatérale, c'est Raphaël Glucksmann. Et oui.
Et ça va être un réel problème parce qu'il a incarné quelque chose durant ces élections européennes, on l'a vu, compte tenu de son score. Il a plus qu'une voix, il a du poids, il a un public, Raphaël Glucksmann, et d'un seul coup, il disparaît du paysage. Alors, est-ce qu'il va se réinviter dans le débat d'une manière qui pourrait être assez tonitruante parce qu'elle pourrait être en hostilité ou en opposition à ce Front populaire? Va-t-il prendre ce risque? Parce que pour lui, politiquement, c'est quand même un grand risque. S'il y a un accord, le dénoncer, ça le place dans une position difficile, il devient quasiment dans la main d'Emmanuel Macron, en quelque sorte, ou est-ce qu'au contraire, ça va se passer dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce Front populaire va tendre la main d'une manière ou d'une autre à Raphaël Glucksmann. Je crois que c'est très important cette équation. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, au moment où nous parlons, Emmanuel Macron a perdu son pari de dislocation de la gauche. Oui. C'était quand même une partie de son pari. Dislocation de la droite, dislocation de la gauche, à l'aide d'un calendrier accéléré. Oui. Pour l'instant, on ne la voit pas se disloquer, on la voit négocier, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, pour l'instant, c'est peut-être la partie importante de la phrase de Richard Verly, Sophie Coignard. Oui, enfin... Parce qu'on voit les tensions, il y a un accord programmatique, absolument. A priori, nous a dit Alexandre Poussard, mais les difficultés vont commencer peut-être pendant la campagne. Les difficultés vont commencer évidemment pendant la campagne. Et puis, sur Raphaël Glucksmann, enfin, je ne suis pas la porte-parole de Raphaël Glucksmann, mais ça me paraît absolument inenvisageable que Raphaël Glucksmann bénisse, si j'ose dire, un accord dans lequel il y aurait la frange mélenchoniste de la France insoumise. Enfin, se renier à ce point-là ne me paraît pas possible. Olivier Faure y arrive de manière assez dynamique, mais je pense que Raphaël Glucksmann ne le fera pas. Donc, il y aura déjà ce problème, c'est-à-dire les électeurs du parti qui a remporté le plus de voix et le plus de sièges aux européennes, alors je distingue bien, je sais bien que ces élections n'ont rien à voir, eh bien ces électeurs-là se sentent un peu floués, pour rester poli. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Vous avez signé un papier, c'était les électeurs, les cocus de l'histoire. Oui, il y a des électeurs qui se sentent les cocus de la dissolution. Oui. Les électeurs aussi de Valérie Ayé, il faut bien le dire. Enfin, aujourd'hui, effectivement, dans la mesure où effectivement, appelons ça un coup de poker pour être aimable, encore une fois, on pourrait dire pire, d'Emmanuel Macron, dans la mesure où il ne fonctionne pas, eh bien, je pense que, évidemment, les électeurs et puis même les députés macronistes se sentent, comment dirais-je, trahis. Oui, c'est vrai. Ne parlons pas, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais des électeurs de droite. Oui. On va en parler un peu plus tard. Alors, très bien. J'ai prévu un chapitre quand même sur la droite, parce que ça fait partie aussi de l'actualité de cette journée. Tam, on s'intéresse à cette histoire d'incarnation. Qui pour incarner le nouveau Front populaire comme futur Premier ministre? Voilà, on n'a pas encore d'accord qu'on veut déjà le Premier ministre. Vous me direz, on n'a pas encore de candidat, qu'on doit déjà imprimer les affiches. Depuis le début de la campagne express dimanche, on est dans cette machine à accélérer le temps. Ça n'étonne plus personne. Et d'ailleurs, on a déjà eu 3-4 candidats potentiels à gauche depuis lundi soir. Et ce n'est sans doute que le début. Alors d'abord, il y a eu Laurent Berger, lundi, l'ex-secrétaire général de la CFDT. Le ballon d'essai a été lancé par Raphaël Glucksmann, qu'on recherche toujours. L'homme avait pour lui d'avoir incarné l'opposition réformiste mais tenace à la réforme des retraites. Il avait également pour lui de détester Emmanuel Macron, mais depuis, pas de son, pas d'image, il n'a pas l'air très intéressé par le job. Mais d'autres le sont, et d'ailleurs, ils ont fait acte de candidature. Tout à fait. On a eu bien sûr Jean-Luc Mélenchon hier, qui a dit qu'il se sentait capable d'être Premier ministre, mais qu'il ne voulait pas s'imposer. C'est vrai que faire un 20h, c'est extrêmement discret et ça n'impose pas du tout. Et puis ce matin, on a donc eu François Ruffin, qui s'en dit capable aussi sur France Bleu Picardie. Lui, qui a eu le premier l'idée du nom de l'Alliance, le Front populaire, c'est lui. Enfin, c'est Léon Blum qui sans doute se retourne une nouvelle fois dans sa tombe tant il en a marre d'être cité. En tout cas, François Ruffin, lui, il en a eu marre. Le premier d'Emmanuel Macron, ça fait partie de ses arguments, un argument massue mais difficile à vérifier. On a aussi eu Fabien Roussel. En fait, ça augmente de minute en minute. Je trouve tout de même que ça manque furieusement de femmes. Alors, mesdames, si vous m'entendez, allez-y. Ou pourquoi pas également François Hollande, puisqu'il paraît qu'il parle également à 20h ce soir. Voilà, tout est ouvert. Des candidats qui se bousculent. Pourtant, le poste n'est pas facile. Et oui, c'est fou le nombre de candidatures pour un poste qui a si peu de chances de revenir à la gauche, si on vous suit, Bastien François. Bon, la vérité, c'est que nous, les journalistes,
on n'arrête pas de leur poser la question aussi parce qu'évidemment, elle permet en peu de mots de résumer le problème. Et ça, donc, on aime ça. On leur posera la question jusqu'à ce qu'on ait une réponse. Pas facile de la trouver, cette réponse, car quel est le dénominateur commun entre le Parti socialiste, les écologistes, la France insoumise, Place publique, les communistes, alors qu'on sort d'une campagne où on s'est écharpé. Cet homme, cette femme qui pourra concilier tout le monde, c'est donc une sorte de mouton à 5 pattes. Alors, à défaut de trouver une personnalité qui puisse rassembler dans l'enthousiasme tout ce petit monde, il faut au moins trouver celui qui n'est pas un épouvantail pour les autres. Donc Mélenchon à Matignon, on l'a dit, c'était le slogan des Insoumis. En 2022, c'est devenu le repoussoir de la gauche Glucksmann pour 2024. Et on l'a compris, Gabriel Attal l'a bien compris, lui qui vient de dire qu'il était favorable à ce débat avec Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Lui qui a donc déjà choisi le Premier ministre qu'il arrangerait à gauche. Et on a entendu que même Jean-Luc Mélenchon a compris qu'il n'était pas le meilleur pour ce débat. C'est peut-être un indice sur ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire enfin, c'est sans doute trouver non pas le plus petit dénominateur commun à gauche, mais ce qui rassemble dans la campagne, ce qui porte, ce qui enthousiasme, peut-être parler des conquêtes sociales, parler des batailles féministes, parler du retour des services publics, des propositions concrètes qui doivent permettre de ne pas faire campagne seulement contre l'extrême droite, mais peut-être pour quelque chose, que ce Front populaire mérite un peu plus son appellation. Merci beaucoup, Tam, pour cet édito. Je me tourne vers Jean-Daniel Lévy, peut-être pour parler de François Ruffin. Est-ce qu'il est identifié, connu par une majorité de Français? Déjà, parle-t-on de la popularité d'un François Ruffin? Il a une petite notoriété qui croît, mais on sait que ça met beaucoup de temps de pouvoir croître de manière générale dans ce qu'on appelle l'opinion, et il a une image d'agitateur d'idées. Je ne suis pas persuadé qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on interroge nos compatriotes, voire même les électeurs de gauche, pour essayer de voir si François Ruffin pourrait être Premier ministre, que c'est spontanément vers lui ou à lui qu'il serait amené à penser. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il a souvent été présenté comme étant une personne qui était au centre de l'échiquier politique. Lorsqu'on parlait de la prochaine élection présidentielle, il a été présenté comme étant une personnalité qui pourrait éventuellement agglomérer le Parti socialiste et également Europe Écologie Les Verts, voire des insoumis critiques à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, mais dans aucune enquête que nous avons été amenés à réaliser, il sortait de manière extrêmement forte. On voit bien d'ailleurs que c'est une personnalité qui arrive à dire je pointe du doigt des problèmes, j'arrive à parler des enjeux des Français, j'arrive à parler du quotidien des Français. À l'heure actuelle, en matière de solutions, et on sait que c'est un des aspects qui était attendu de la part de la gauche, il n'a pas toujours été clairement identifié. En gros, c'est celui qui fait un bon constat, enfin en tout cas auprès de l'électorat de gauche, celui qui arrive à mettre des bons mots sur une situation, mais pas forcément celui qui arrive à trouver des perspectives, en tout cas des perspectives suffisamment fortes pour qu'on se dise que c'est à lui qu'on a envie de confier les responsabilités. Merci Jean-Daniel. On a vu une image furtive de François Ruffin. Et je reviens, Bastien François, à la question de la désignation. C'était très intéressant dans ce que disait Alexandre Poussard. On attend d'avoir les résultats de l'élection pour se dire quel est le parti le plus fort, et à ce moment-là, on désignera l'incarnation. Donc il y a siège vide s'il y a un débat organisé par une chaîne de télé, par exemple. Ça ne marche pas. Non, mais bien sûr. Non, mais, ça ne marche pas. Mais non, mais bien sûr, c'est une complication particulière. On sent bien qu'il mesure cette complication. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui dit « je suis le candidat ». Bon. C'est un point qui va devoir être discuté. Peut-être qu'il pourra être réglé sous la forme d'un porte-parole là. Voilà. En attendant les résultats, je ne sais pas, ils vont devoir trouver une solution. Effectivement, il y a besoin d'incarnation. Bon. Jean-Luc Mélenchon a déjà dit plutôt les têtes de parti qui appartiennent au nouveau Front populaire. Parce qu'en réalité, on est dans une élection un peu particulière. D'habitude, on est habitué en tout cas à des élections législatives qui arrivent derrière la présidentielle. Et donc on a la dynamique des candidats de la présidentielle et leur existence, y compris en termes de notoriété. Bon, là, on a une situation un peu particulière, parce que, pour dire la même chose, à droite, ça sera qui la droite? Oui, c'est une vraie question. Voilà, non, mais je veux dire, c'est pas que le problème de Mélenchon au sein de la gauche, c'est aussi tout. Alors, évidemment, le RN... C'est pas compliqué, ils l'ont déjà désigné. Le camp macroniste, il est très incarné, mais il n'est incarné que par Macron. Et en réalité, ce camp, il y a d'autres... Bardella battait la campagne aujourd'hui, Bardella. Gabriel Attal. Oui, lapsus intéressant. Ou Gabriel Attal. Par exemple, on voit bien que M. Philippe essaye d'exister pour que Horizon existe un petit peu de façon autonome. Je pense que le MoDem a la même tentation, ne pas être pris dans le... parce que
il y a quand même un risque là pour les alliés du président de la République de payer le rejet, en tout cas dans une partie de l'électorat du président de la République. Bon, il va peut-être finalement être compliqué à monter ce débat télé dont on parle. Allez, on part de l'autre côté de l'échiquier politique où le psychodrame continue. Regardez cette image. Éric Ciotti qui s'est mis en scène ce matin dans son bureau vide, vidéo postée sur le réseau ex-Twitter, qui se termine, vous allez le voir, évidemment, par le logo de LR. C'est peut-être le plus important dans cette vidéo, c'est la bataille du logo. Le président exclu de LR qui conteste la décision du bureau politique. Il était l'invité de Télématin sur France 2. S'il y a des obstacles à la présidence légitime que je dispose, il y aura des actions judiciaires, y compris des actions pénales pour ceux qui utiliseraient des moyens qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Vous allez faire un référé ? Il y aura toutes les voies de droit seront ouvertes pour que j'exerce mes responsabilités, celles que je détiens des militants. Bon, on ne l'a pas vu, mais je vous assure qu'à la fin de la vidéo d'Éric Ciotti, on voyait le logo LR. Ce qui est intéressant, Sophie Cognard, parce que demain, la justice va trancher sur le référé d'Éric Ciotti qui conteste, je le rappelle, son exclusion comme militant et président de LR. Est-ce que c'est aussi une bagarre pour le nom, pour le logo, justement ? Il y a diverses appréciations au sein même de LR sur ce sujet. Il y a une frange des responsables de LR, des élus de LR, qui commencent à se dire que finalement, LR, c'est une marque, comme on dit, c'est une marque moyennement vendeuse, on va dire, en ce moment, et que pourquoi pas monter une autre boutique. Enfin, monter une autre boutique, c'est un peu compliqué pour un parti qui n'est pas en dynamique électorale, alors que, comme pour la gauche, l'horloge tourne. L'horloge tourne, il faut imprimer les professions de foi, il faut imprimer les tracts, etc. Il faut emprunter de l'argent. Hein. Il faut emprunter de l'argent. On n'y pense jamais, mais il y a un petit délai pour aller emprunter de l'argent, et puis il faut prouver aux banquiers qu'on a une capacité quand même à faire un certain score, donc c'est pas du tout évident. Et du point de vue de LR, c'est vraiment pas évident, car si on reprend le passé, il y a eu quand même une candidate à la présidentielle qui n'a pas franchi le seuil pour être pleinement remboursée. Et puis avant cela, comme vous le savez, il y a eu quand même des problèmes financiers absolument énormes de LR, qui a dû restructurer à plusieurs reprises sa dette, etc. Donc les banquiers, disons, on n'est pas obligé de mettre des barrières devant le siège de LR pour empêcher les banquiers de se précipiter pour prêter, c'est absolument certain. Et là, alors on peut dire, parce que le calendrier accéléré met en difficulté les oppositions, mais aussi les députés Renaissance, parce qu'ils n'ont pas plus été prévenus que les autres de cette hypothèse. Tout le monde a pris la foudre. Et à la rigueur, plus encore, parce que les vieux partis, on se moque beaucoup des vieux partis, mais c'est quand même des machines qui savent faire. Ils savent faire la logistique, ils savent fournir très rapidement à des candidats, etc. Ils ont de l'expertise juridique, etc. Les élus de la majorité présidentielle, pour une partie d'entre eux, qui sont en plus quand même des novices, pour beaucoup encore des novices. Et puis En Marche, puis Renaissance, n'a pas réussi le maillage territorial depuis 7 ans. Donc cette force-là, elle n'existe pas. Donc il y a quand même quelque chose qui est très compliqué pour eux de rentrer en campagne de façon si soudaine, sur parfois des circonscriptions qui sont très grandes du point de vue géographique. C'est franchement difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne sont pas contents. Avec un mental, pardonnez-moi, mais avec un mental, si vous parlez aux députés, enfin aux ex-députés Renaissance, avec un mental qui n'est pas au beau fixe. Enfin, un sentiment de trahison. Et puis, comment dirais-je, l'idée qu'on y va peut-être plus pour le panache que pour la gagne. Donc tout ça crée quand même une atmosphère problématique. Le seul problème que n'a pas Renaissance, par parenthèse, c'est le problème financier. C'est-à-dire qu'ils ont eu suffisamment de députés et d'élus pour que ce soit pas... Je reviens à LR, pardon. Peut-être on a beaucoup parlé des circonscriptions, qui sera désigné, etc. Richard Verly, c'est peut-être lundi, à propos notamment des députés LR sortants, qu'il va falloir regarder s'il y a ou non un candidat du Rassemblement national en face, pour savoir si oui ou non ils sont restés fidèles à leur parti. Oui, effectivement, pour l'instant, en tout cas, du point de vue de l'électeur de droite, c'est terrible.
Franchement, vous vous souvenez de cette formule, la droite la plus bête du monde? Eh bien, écoutez, en ce moment, c'est un peu la droite la plus bête d'Europe, parce que je rappelle que les élections européennes qui viennent d'avoir lieu dimanche, elles ont marqué partout une poussée à droite, et pas seulement une poussée des droites nationales populistes, mais regardez le score de la CDU allemande, le parti conservateur traditionnel, qui lui est près de 30% des voix. Donc, et d'ailleurs, le PPE qui regroupe les droites traditionnelles reste le premier parti ce qui permet à Mme von der Leyen, la présidente sortante de la Commission, de croire en ses chances d'un second mandat. Donc, autrement dit, dans des conditions qui sont favorable dans l'opinion publique européenne pour la droite, eh bien, le camp français des conservateurs parvient à se déchirer d'une manière presque burlesque. Je peux vous dire que, vu de Suisse, c'est vraiment le spectacle du ridicule. Enfin, il y a France aussi, hein. Partout, on a l'impression de quelque chose qui n'a pas été du tout ni pensé, ni même préparé. Et puis, alors cela dit, posons quand même la question que Éric Ciotti ressasse en permanence, mais a priori maintenant il a vraiment de la peine à être audible. C'est qu'il y a un exemple intéressant, c'est l'exemple en Italie de Forza Italia. C'est le thème de notre second débat. Voilà, eh bien, vous en parlerez et vous verrez que Forza Italia a littéralement sauvé sa peau en s'alliant avec Fratelli d'Italia. Donc Forza Italia, c'était le parti de Silvio Berlusconi. C'était l'équivalent des Républicains, mais qui depuis longtemps gravitait quand même autour des thèmes d'extrême droite. Mais il y a quand même un ferment politique intéressant à la logique Ciotti. Jean-Daniel Lévy, sait-on quel pourcentage des électeurs de François-Xavier Bellamy sont favorables à une alliance avec le Rassemblement national? La moitié. La moitié. La moitié. C'est pas une nouveauté, hein, mais là on est en train de regarder comment réagissent les électeurs, et les électeurs de François-Xavier Bellamy sont vraiment divisés en deux. Ils ressemblent très franchement à ce qu'on peut avoir habituellement auprès des sympathisants des Républicains, avec on a pu en voir pour partie la traduction au cours de ces dernières élections européennes, où une partie hésitante de l'électorat de François-Xavier Bellamy s'est divisée en quasiment deux parties égales. La moitié a voté pour la liste qui est conduite par Jordan Bardella, et l'autre par celle qui a été conduite par Valérie Ayé. On voit bien d'ailleurs que les différentes thématiques de campagne, qui sont celles qui ont animé les motivations de vote de l'électorat de François-Xavier Bellamy, ressemblent assez nettement à celles des électeurs de Jordan Bardella, voire de Marion Maréchal, et notoirement parmi la première motivation de vote, et c'est les trois seuls électorats qui mettent ceci en avant, la question migratoire qui a été la première motivation de vote de ces trois électorats. Alors vous dites la moitié, il y a un sondage, mais que je ne peux pas citer parce qu'il n'a pas été diffusé par le média qui l'avait commandé, qui dit 27%. Bref, c'est un sondage tout récent, donc il y a de quoi discuter. Tam. Oui, sur François-Xavier Bellamy, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il ait dit de façon très claire, si je dois choisir entre un candidat Rassemblement National et un candidat de la gauche, il n'a pas dit LFI, mais un candidat de la gauche, il a dit « je choisis Rassemblement National ». C'est quand même très lunaire dans le contexte où il refuse complètement l'alliance. Enfin, c'est assez bizarre parce qu'il est sur la photo la veille avec les résistants, si j'ose dire, à Éric Ciotti, et il dit ça le lendemain. Donc c'est quand même d'une grande ambiguïté. Et effectivement, on aurait pu comprendre que François-Xavier Bellamy dise, ça aurait été en cohérence absolue avec le reste de son discours, entre un candidat insoumis et un candidat RN, je choisirais le candidat RN. À la rigueur, ça avait une logique. Mais un candidat de gauche, j'ai trouvé que ça faisait preuve quand même d'un sectarisme assez complexe. On avait eu Roger Carucci sur ce plateau lundi qui répondait, mais la question c'était LFI. C'était effectivement duel RN-LFI. Il avait répondu je voterai pour le Rassemblement national. Roger Carucci, qui est par ailleurs président de l'Alliance France-Israël ici au Sénat. Il nous reste quelques minutes dans ce débat. On va parler également, puisqu'on est sur ce psychodrame à droite et à l'extrême droite, d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, toujours plus isolé, qui était invité de BFM TV hier soir après la décision de Marion Maréchal et de 3 autres eurodéputés fraîchement élus de rejoindre l'alliance avec le RN. Les militants ont tracté pour elle. Les militants ont donné leur argent pour elle. Et au bout de 48 heures, elle les abandonne comme des chiens. Et pourquoi? Des vieilles chaussettes. Pourquoi? Mais parce que c'est simple, chère madame. Vous savez, elle rejoint le clan familial. Elle est pour le regroupement familial. Ce sont 4 députés européens qui ont été élus sur la liste Reconquête et qui, aujourd'hui, trahissent tous nos militants
et qui gardent leur mandat. 48 heures après, je le répète, Anna Cabana, je vous répète, c'est le record du monde de la trahison. On rigole, mais vilaine image de la politique quand même. Alors si on fait un peu d'histoire, Bastien François, Éric Zemmour prouve encore une fois à quel point c'est difficile d'exister à côté du Front National ou du Rassemblement National. Alors les autres aventures, c'était d'anciens du Front National qui avaient tenté de créer leur parti. Là, évidemment, c'est différent, mais voilà, c'est quand même, il y a l'aimant le plus puissant et c'est difficile d'exister. Alors il a eu un espace, justement, en raison du recentrement, si je peux dire, de la notabilisation du Rassemblement National. Il a eu un espace qu'il a pu développer quand même, par exemple, au moment des élections européennes, parce qu'il fait quand même un beau score. Hein. Oui, ils sont au-delà des 5. C'est quand même un beau score. Et lui-même, à la présidentielle, fait quand même un score élevé. On a eu l'impression que c'était un échec parce que dans les sondages, il avait été très haut quelques mois auauparavant, mais il fait quand même pour un plus candidat que la candidate LR. Qui n'a pas un appareil, etc. Bon. Alors après, là, il y a le mode de scrutin pour les législatives et ça, voilà, c'est 12,5. Voilà, c'est impossible. Mais même pendant très longtemps, on a dit que c'était à l'époque le Front National, on avait dit que bon, jamais il y arriverait. Hein. Mais dès qu'on arrive à dépasser un certain seuil, eh bien, c'est-à-dire qu'on rentre justement qu'on est en capacité à être au second tour. Et là, si on regarde les chiffres, quand même, le RN est en capacité à être au second tour pratiquement partout. Hein. Donc, à ce moment-là, ça change tout. C'est-à-dire qu'on bénéficie de ce mode de scrutin. Oui, effectivement. On revient à la question du financement, Sophie Coignard. Est-ce qu'il y a une question un peu existentielle pour le parti d'Éric Zemmour, qui se joue en ce moment ? À mon avis, clairement. D'ailleurs, l'agitation dont il fait preuve dans les images que vous avez montrées est de nature à confirmer cette hypothèse. C'est clairement le cas. Ça lui pose un énorme problème politique et ça va finir par lui poser un problème d'existence logistique. Oui. Alors, Richard Verly, sur les électeurs de ce camp droite-extrême droite, comment peuvent-ils réagir à ce spectacle qui est offert depuis lundi ? Alors, je ne sais pas si les électeurs vont se sentir, eux, trahis. Pour moi, c'est une question. Parce que quand j'ai parlé à des électeurs de Reconquête, au fond, ils votaient souvent pour Reconquête par adhésion un peu à la figure Zemmour. Mais est-ce que Marion Maréchal les trahit en retournant à Rassemblement National ? Franchement, ils sont quand même pas très loin du Rassemblement National. Et c'était plus par un sentiment identitaire, parce qu'Éric Zemmour est un intellectuel, c'est quelqu'un qui parle mieux à la télévision, et c'était une manière pour eux de se dissocier de l'extrême droite populaire. C'est comme ça quand je les ai rencontrés. Est-ce qu'ils vont se sentir trahis ? Je ne le sais pas. Autrement dit, est-ce que lors des législatives, ça va les conduire à ne pas voter pour le candidat Rassemblement National? Ça, j'ai de vrais doutes. Moi, ce que je trouve formidable, c'est que ça prouve une chose, c'est quand on est journaliste politique, on n'est pas homme politique. Il n'a pas compris, Éric Zemmour, que la trahison de base fait partie absolue de la vie politique. Et là, il est désemparé, alors que lui-même, il était allé chercher Marion Maréchal. Donc voilà, la politique a ses lois. Visiblement, il n'en avait pas compris certaines. Oui, merci beaucoup, merci à tous. Je vais rappeler les titres de vos livres. Richard Verly, avec François d'Alençon, ce bal des illusions, réflexion sur la place de la France, comment la France se voit et comment les autres voient la France. Je peux vous dire qu'en ce moment, c'est compliqué, parce que ce que le monde voit de la France... ce n'est pas le meilleur. Oui, et notamment au G7 en ce moment, pas simple sûrement pour Emmanuel Macron. C'est chez Grasset, Sophie Coignard, La tyrannie de la médiocrité, aux éditions de l'Observatoire. Et Bastien François, retrouvez Estelle Mouflarge. On est aux éditions Gallimard. Merci à tous et à bientôt sur Public Sénat.